Ma question est davantage méthodologique, on va dire sur le comment, puisqu'on en a beaucoup parlé aussi depuis hier et avant-hier, en lien avec les cartes postales d'ailleurs que vous venez d'évoquer. C'est en tant que citoyen, je me pose cette question-là, de me dire, quand j'écoute BFM, j'ai des doutes. Visiblement à juste titre. Quand je lis des études, je me dis, est-ce que c'est pas un contre-feu d'un grand groupe que ça arrange bien d'avoir commandé telle étude pour masquer telle autre réalité, etc. Donc je suis un citoyen finalement un peu perdu en me disant, alors je viens voir et écouter Michel Onfray, voilà, écouter le philosophe, vous venez de l'évoquer, c'est un moyen d'essayer d'accéder à l'analyse, à la pensée que vous évoquez tout à l'heure, mais finalement, comment faire? Est-ce que vous auriez des clés aujourd'hui un petit peu à nous donner sur, au-delà d'aller écouter le philosophe, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tant et tant à analyser, tant et tant à vérifier, autant de sujets qui nous intéressent. Comment peut-on faire aujourd'hui, et certainement pas via Internet, avec toutes les informations qu'on peut y lire, comment s'en sortir en tant que citoyen pour accéder à cette connaissance et à arriver à mieux se débrouiller et à mieux connaître le monde qui nous entoure? Alors, Internet, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire que vous pouvez, dans Internet, trouver des choses nullissimes et puis trouver les choses qui vous permettront d'avoir des informations. Simplement, le problème, c'est de savoir quoi chercher dans Internet, comment chercher dans Internet et comment faire la part entre un site qui dira des bêtises et puis un site qui dira la vérité. Parce qu'effectivement, vous avez des sites robespierristes et puis vous avez des sites qui ne sont pas robespierristes. Et si on est robespierriste, la plupart du temps, on fait quoi? On va voir les sites robespierristes. C'est un petit peu ce qu'il faut cesser de faire. C'est-à-dire que quand on est de droite, il faut lire des journaux de gauche. Quand on est de gauche, il faut lire des journaux de droite. Quand on est croyant, il faut lire des journaux athées. Quand on est athée, il faut lire des journaux croyants. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des informations chez ses adversaires, pas chez ses amis. Ils vont vous entretenir dans vos illusions. Ils vont vous bercer dans vos illusions. Et les gens qui achètent des revues qui sont les revues qui leur permettent de penser ce qu'ils pensent déjà et d'entretenir ce qui est déjà dans leur cerveau ne sont pas des gens qui veulent frotter leur esprit à des idées qui ne sont pas les leurs. Et on voit bien comment de temps en temps, quand vous donnez des arguments, la seule solution c'est de dire je m'en vais, je m'enfuis, je veux plus entendre ça parce que ce sont des faits. Je parle devant 1500 personnes, il y a les gens qui vont m'écouter après sur France Culture et autres, c'est facile après de dire que j'ai tort. Je dis juste des faits. Je dis, faites-moi la démonstration que c'est pas vrai ce que j'ai raconté et que tout ce que j'ai dit est faux. Mais qui en aura les moyens? C'est vrai que dans la vie, on n'a pas forcément le temps qui permet de dire je vais aller chercher sur tel sujet des informations parce que je sais où je vais pouvoir aller les chercher. Réchauffement climatique, quittons la politique ou des choses comme ça. Réchauffement climatique, j'ai envie d'avoir un avis, je fais comment? Est-ce que les gens qui nous disent le réchauffement climatique c'est essentiellement les hommes, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ceux qui disent le réchauffement climatique c'est jamais les hommes, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que celui qui vous dit mais c'est les deux, c'est-à-dire c'est pas les hommes mais aussi les hommes parce que les hommes ont une part et est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ceux qui vous diront cette part elle est majeure ou cette part elle est mineure, est-ce qu'ils ont raison aussi? Donc effectivement c'est un travail de réflexion qui suppose qu'on puisse aller chercher des informations diverses et puis qu'on puisse faire soi-même le travail. Vous avez des faits. Moi, je renvoie toujours aux faits. Je suis pas dans un truc en disant Robespierre, il est méchant. Je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai lu, j'ai vu, etc. Après, on se dit, bon, on peut se faire un jugement, on peut disposer d'un jugement quand on aura travaillé, réfléchi sur un sujet ou sur une question. Je comprends que quand on a un métier, des enfants, une famille, qu'on n'ait pas le temps. Qu'on soit un peu perdu, qu'on se dise je veux bien rentrer dans une librairie par exemple, mais je fais quoi? Je fais comment? Je rentre dans la librairie puis je dis mais je vais demander à un libraire, je voudrais un livre sur je sais pas quoi, le réchauffement climatique, et puis on va vous donner le bon livre. Non, on sait bien que ça marche pas comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas jeter Internet en estimant que c'est systématiquement mauvais, que c'est systématiquement le lieu du tout et de n'importe quoi. C'est vrai, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi le lieu dans lequel vous avez des gens qui peuvent faire entendre des propos qu'on n'entend nulle part ailleurs. Donc vous avez raison de parler de BFM, mais il y a plein d'endroits aujourd'hui, au-delà de BFM, parce que BFM donne le là, mais en fait, ils sont quand même nombreux à dire à peu près la même chose. Mais vous voyez bien que dans un lieu comme celui-ci, vous aurez des informations qui seront toujours les mêmes. Et que si vous avez envie d'un pas de côté, il faut aller chercher ça ailleurs. Et bien parfois, vous avez
des lieux d'information alternatifs, et même parfois des lieux excessifs avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais vous pouvez très bien aller chercher des presses qui sont vraiment des presses d'opinion, et franchement des presses d'opinion. Donc vous pouvez très bien aller voir dans le monde diplomatique où vous aurez des informations, des vraies informations avec des faits, à charge pour vous de les interpréter. Ils sont assez robespierristes quand même, hein, le monde diplomatique. Mais à charge pour vous de les interpréter. Il y a des faits. Il y a des moments donnés où on ne peut pas faire sans les faits qui s'imposent et que vous pouvez découvrir parce que vous allez trouver dans des médias alternatifs qui sont sur le net des informations qui vous permettront de dire « Tiens, j'avais pas cette information-là, ça me permet de penser un peu les choses autrement ». BHL ne répond toujours la même chose sur cette idée de la Libye quand il dit il faut bombarder la Libye. Il n'a qu'un argument qui consiste à dire mais c'était pour empêcher un massacre qui aurait eu lieu. Bon, c'est lui qui le dit. Il le dit, voilà, c'est un fait, c'est son explication. Et vous dites tiens, c'est quoi ce massacre qui aurait eu lieu? Vous cherchez, vous ne trouvez aucun massacre qui pourrait avoir lieu. Simplement, c'est facile. Vous dites, heureusement qu'on a fait ça, parce que si on n'avait pas fait ça, il y aurait eu ça. Ah oui, sauf que on ne peut pas savoir si ça aurait eu lieu ou si ça n'a pas eu lieu, puisque finalement, c'est l'hypothèse d'un massacre annoncé, qui n'est visible nulle part, qui justifierait l'intervention, plus le désordre, etc. Donc les faits, ils sont là. Écoutez ce que disent les gens, vérifiez ce qu'ils disent en disant « Ah bon, c'était quoi ce truc qu'il fallait absolument éviter en bombardant, en détruisant Kadhafi ?» Trouvez rien. Cherchez partout, vous ne trouvez rien. Et même si vous lui demandez à lui, il va vous expliquer que des gens avaient décidé, mais qui sont ces gens? Où est cette information? Qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce qu'en plus de ça, on avait le besoin de massacrer Kadhafi pour autant? Et au nom de quoi, quand on est philosophe français, on peut avoir un avis sur le fait qu'il faudrait bombarder un pays qui ne nous a rien fait? Donc tout ce travail suppose que, c'est la première chose, ce à quoi je vous inviterai, c'est d'avoir confiance en votre intelligence. C'est d'abord de douter de ce qu'on vous enseigne a priori. BFM, vous avez raison, mais au-delà de BFM, au-delà, tout ce que dit machin, bidule, un tel, etc., vous vous dites, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il dit juste? Et des gens disent des choses justes. Mélenchon dit des choses justes, puis il dit des choses fausses. À vous de faire fonctionner votre intelligence en disant, oui, là-dessus, j'ai vérifié, j'ai croisé les informations, j'ai regardé, là-dessus, Mélenchon, il a raison. Sur le constat, sur plein de choses, il dit des choses extrêmement justes. Sur d'autres choses, on dit non, là-dessus je suis pas d'accord, ça marche pas, je ne suis pas d'accord. Donc commencez par croire en vous. Commencez par croire que le travail, personne d'autre ne le fera pour vous, parce que tous les autres ont plutôt intérêt à ne pas faire ce travail pour vous, et même à faire un travail, le travail inverse, à vous bourrer la tête de fausses idées, de fausses visions des choses, d'idéologies qui font qu'on va vous demander d'obéir. On va vous demander de souscrire, on va vous demander de vous ranger dans un camp. Et si vous êtes dans un camp, il n'y a pas de problème, vous aurez la vérité. Et le type qui est dans le camp d'en face, il n'y a pas de problème, il est de toute façon dans l'erreur, tout le temps, surtout. Non, ça marche jamais comme ça. L'une des bonnes méthodes consiste à dire, quand j'ai un adversaire devant moi, en quoi a-t-il raison? Et sur quoi a-t-il tort? Plutôt que de dire, puisqu'il est mon adversaire, il a tort sur tout. Non. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez mon adversaire? Moi, je suis athée. J'ai plutôt tendance à me dire, je pourrais très bien dire, oh, les curés, les machins, etc. Non. Je dis, j'ai devant moi des individus d'une part, mais qu'est-ce qui est intéressant chez celui qui ne pense pas comme moi? Donc, faire confiance à son intelligence. Ne pas faire confiance à ce qu'on vous dit habituellement en vous disant, mais je peux d'abord, mon premier travail va consister à examiner ce que les Belges appellent, dans une belle expression, le libre examen. Examinez ce qu'on vous raconte. On vous dit un truc, c'est vrai, c'est pas vrai, cherchez, voyez, vérifiez. Un peu comme quelqu'un qui ferait une enquête en disant on me dit ça, c'est vrai, je regarde, etc. Alors évidemment, vous risquez toujours de tomber sur un site qui va éventuellement confirmer ou valider une erreur ou une fausseté. C'est pas toujours facile, mais il y a un moment donné où vous finissez par savoir. Vous êtes habitué, vous dites mais non, il y a un truc, puis un autre truc, puis ce troisième truc-là. Si on met ça en perspective, ça ne peut pas générer ça. C'est simplement l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on cultive, ou c'est quelque chose qu'on ne cultive pas. Je dis souvent qu'on ne rend pas quelqu'un intelligent, mais on peut le priver de son intelligence. C'est pas facile de dire je prends quelqu'un, je vais le rendre intelligent. Mais c'est facile de priver quelqu'un d'intelligence. Il suffit juste de lui expliquer qu'il faut obéir, qu'il faut souscrire à des catéchismes, qu'il faut être dans un camp, que dans son camp on a toujours raison, que dans le camp d'en face on a toujours tort, etc. Ça, effectivement, c'est facile de dire arrêter l'intelligence, c'est pas utile et c'est pas nécessaire. Et la vraie théorie de ce que je vous propose, et c'est le sens de votre question, elle se trouve chez La Boétie, l'ami de Montaigne, qui écrit un tout petit texte formidable. Il a 17 ans, il est génial,
C'est un gamin, quoi. Et il écrit une dissertation qui s'appelle « Discours de la servitude volontaire » ou « Sur la servitude volontaire ». Et la Boétie dit, on va regarder comment marche le pouvoir, comment ça fonctionne le pouvoir. Et il dit, le pouvoir n'existe que parce que vous y consentez. Si vous refusez de donner du pouvoir à ceux qui ont du pouvoir, ils n'en ont plus. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Voilà la phrase de la Boétie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Et il fait l'analyse du pouvoir. Et Deleuze, Foucault sont des gens qui avaient mis en place un concept extrêmement intéressant qui était le concept de microfascisme. De temps en temps, dans votre relation avec votre épouse, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos voisins de palier, avec vos collègues de boulot, de bureau, ou etc., vous avez des relations. Et de temps en temps, dans ces relations, il y a du microfascisme. Dans le microfascisme, on peut toujours considérer qu'il y a le salaud, qui est le fasciste, qui exercerait justement ce pouvoir fasciste sur moi-même. Oui, c'est facile. On désigne l'autre et l'autre est toujours coupable. Mais la Boétie dit, il y a peut-être le salaud qui exerce sur vous un microfascisme, mais il y a aussi vous qui acceptez que ce pouvoir s'exerce sur vous. Refusez que ce pouvoir s'exerce sur vous, il n'en a plus de pouvoir. Il dit, l'homme de pouvoir, c'est un colosse au pied d'argile. Si vous supprimez sa base, le colosse, il s'effondre absolument. La base de tout pouvoir, c'est le consentement qu'on lui donne. La base de toute exploitation, c'est le consentement qu'on lui donne. Si on est exploité, on peut toujours râler contre les exploiteurs. Mais on peut aussi râler contre soi en se disant « mais pourquoi je me laisse exploiter ? Pourquoi est-ce que je me laisse exploiter ?» Donc c'est une invitation à ce que vous preniez ou repreniez confiance en vous. C'est-à-dire nous sommes la plupart du temps dressés pour souscrire aux cartes postales, pour pouvoir être dans des cases, et puis pour pouvoir obéir, et pour faire un bon époux, un bon père, un bon travailleur, un bon citoyen, puis un bon grand-père, puis un bon retraité, puis un bon cadavre, et puis hop, les autres vont reprendre la suite, et on va recommencer, et c'est formidable. Donc on n'a pas intérêt à vous dire pensez, réfléchissez, soyez une espèce de chien fou, impossible à saisir, on vous croit à droite, vous êtes à gauche, on vous croit ici, vous êtes ailleurs. Ça c'est gênant. Je dis, mais vous êtes imprévisible, c'est gênant, c'est fatigant, parce que quand vous êtes prévisible, il n'y a pas de problème. Vous êtes là, tac, c'est bien. Vous avez des certitudes. Et les autres, ils peuvent avoir des certitudes. Ils vous aiment ou ils vous détestent. Vous êtes bien ou vous êtes mal. Vous êtes dans le bien ou vous êtes dans le mal. Non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être vivant. Je parlais de la sphère et du fleuve tout à l'heure. Si on est une sphère, effectivement, on est là, sans entrée, sans sortie, sans porte, sans rien du tout. Si on est un fleuve, on est justement dans une dialectique, dans la dialectique du monde. Dans la dialectique du monde, il faut toujours commencer, et ça c'est très cartésien, il faut commencer par douter des choses qu'on vous a présentées comme des certitudes, y compris moi. C'est-à-dire commencer par dire, bon, il a dit ça, on examine. Un peu comme une espèce d'animal qu'on ouvrirait comme ça pour dire, bon, c'est pas bien parce que là, je fais l'éloge de la vivisection, j'ai une métaphore qui est une métaphore de un jouet, si vous voulez, que vous ouvrez pour voir comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les rouages, ça marche comment? Et puis, quand vous avez compris, quand vous avez l'intelligence de la situation, alors vous vous remettez au centre de vous-même. Je comprends que le monde soit chaotique, divers, multiple, et que on ait envie, ce que je dis souvent, de certitudes qui nous sécurisent, d'illusions qui nous sécurisent. Même en politique, on a le grand homme, et il ne faut pas toucher au grand homme parce qu'il a tout dit, c'est tout, c'est formidable, et que ce soit Mélenchon, Macron, qui on veut, peu importe. Hein. Mais c'est le personnage auquel il ne faut pas toucher parce que de toute façon, il a réponse à tout, il est formidable. Mais non, ça peut pas marcher comme ça. Donc il faut commencer par dire, le maître de moi-même, c'est moi. C'est pas un tiers, c'est pas un autre, c'est pas un homme politique, c'est pas un prêtre, c'est pas un imam, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est pas, je sais pas, voilà, c'est moi qui suis au centre de moi-même. Et puis après, je vais faire un travail d'intelligence. Je dis souvent, l'intelligence, c'est de mettre en relation des choses qui a priori sont sans relation. Vous savez, dans le temps, il y avait chez le coiffeur de mon village, il y avait Ouest France, et il y avait un petit truc étonnant, et je crois que ça n'existe plus dans Ouest France, mais c'était un dessin qu'il fallait faire, et vous aviez des points et des chiffres, il fallait relier le 1 au 2, le 2 au 3, le 3 au 4, etc. Et puis on dessinait ça, puis à un moment donné, on voyait parfois quelque chose apparaître. Et puis de temps en temps, on vous dit, ah oui, bah ça va être, je sais pas quoi, une maison. Vous aviez des gens, ils avaient tout fait, il leur restait plus qu'un trait, puis ils n'avaient pas encore vu que c'était une maison qui allait apparaître. Eh bien, l'intelligence, elle est là. Vous avez des gens qui, très vite, ils ont relié 3 points et paf, ils ont compris le tout. Vous avez des gens, ils ont tout relié, il manque plus qu'un point. Ils n'ont pas encore très bien compris ce que ça va donner comme dessin. Eh bien, l'intelligence, c'est ça. C'est-à-dire que les choses vous sont présentées comme séparées, comme distinctes. Et c'est à vous de faire le travail en disant, oui, mais là, ici, il y a un truc, et puis là, il y a un autre truc. Ça, c'est en relation. C'est ce que j'ai appelé le transcendantal. C'est-à-dire la recherche des conditions de possibilité. Comment tel président a-t-il pu être élu ?
Comment tel individu a-t-il pu faire autant de voix? Comment tel individu, etc., etc. Se poser la question des conditions de possibilité, c'est ça faire fonctionner l'intelligence. C'est tout le travail que Nietzsche appelle de généalogie. J'ai beaucoup dit, donc ceux qui auraient assisté à la totalité des séances ne m'en voudront pas, j'espère, mais je veux dire que quand on est dans notre civilisation, on est dans une civilisation pleine de moraline. C'est une substance toxique qui prend prétexte de la morale quand il n'y a plus de morale. Et la moraline, c'est de dire le monde se sépare entre les bons et les mauvais, entre le bien et le mal, entre les gentils et les méchants, entre le blanc et le noir. Nous, on est toujours dans le bon camp. En face, il y a le méchant. Et le méchant, justement, on peut le décapiter, on peut l'insulter, on peut le mépriser, on peut faire tout ça. Il n'y a pas de problème. Non, on ne peut pas vivre dans un monde comme ça, binaire, simpliste, en deux temps, comme ça, comme les vieux moteurs de mobilette. C'est pas comme ça, le monde. La question n'est pas de morale moralisatrice et de moraline du genre. Alors c'est bien ou c'est pas bien le terrorisme? C'est bien ou c'est pas bien de buter Kadhafi? C'est bien ou c'est pas bien d'aller bombarder la Syrie? Ça, c'est ce que veut la télévision pour faire des débats. C'est un monde en noir et blanc. C'est un monde binaire. C'est un monde simpliste. C'est un monde simplé. Le travail du philosophe, et je réponds à cette dame qui est partie, le travail du philosophe, c'est justement de ne pas faire ça. Et c'est de faire le travail de la généalogie. Non pas de dire le terrorisme c'est bien ou c'est mal, c'est pas ça la question, mais ça vient d'où? Comment ça marche? Quelle est la généalogie? Qu'est-ce qui fait qu'un jour un gamin peut rentrer dans une église, égorger un curé en disant Allah Akbar, en pensant qu'il va pouvoir aller au paradis et en rencontrant quelques vierges dans la foulée? Comment un enfant peut-il arriver à penser ça? Bien sûr, on peut dire c'est un salaud, c'est un méchant. Alors, est-ce que c'est l'islam? C'est pas l'islam? C'est tout l'islam? C'est rien que l'islam? C'est une partie de l'islam? Est-ce que c'est l'islam qui est... Oui, on peut y aller avec la morale moralisatrice, mais on ne rend pas compte des choses. On ne fait pas le travail du philosophe qui, lui, se dit mais d'où ça vient? Quelle est la causalité? Quelle est la généalogie? Parce que quand vous savez comment ça marche, et tous les médecins vous le diront, si vous avez de la fièvre, il ne s'agit pas de faire tomber la fièvre parce qu'il faut faire tomber la fièvre. Ça n'a aucun sens. On dit, je vous donne ce médicament, il fait tomber la fièvre. Mais elle vient d'où la fièvre? Si on n'attaque pas le mal, on n'attaque pas la fièvre. Donc, effectivement, il faut attaquer le mal et aller chercher la question de la généalogie. Quand Nietzsche écrit la généalogie de la morale, il montre ce que c'est la généalogie. Il dit il y a la morale, le bien, le mal, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on a dit ça c'est bien, ça c'est mal? Et il fait tout un travail comme ça, en amont, on remonte. Ça veut dire qu'il faut avoir le sens historique. Ça veut dire qu'il faut avoir de la mémoire. Ça veut dire qu'il ne faut rien oublier. Ça veut dire qu'il faut, quand on ne sait pas, chercher à savoir. On ne peut pas tout savoir. Et même quand on sait beaucoup de choses, les choses qu'on ignore sont plus nombreuses que les choses qu'on sait. Mais au moins, quand vous parliez de méthode, eh bien la méthode, c'est la curiosité perpétuelle, le doute permanent. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Vérifiez, regardez, faites fonctionner votre intelligence. Moins vous faites fonctionner votre intelligence, moins elle fonctionne et moins vous vous en servirez. Plus vous la faites fonctionner, plus ce sera facile et évident. C'est comme les gens qui font du sport. Si vous vous entraînez, vous êtes performant. Si vous entraînez pas, vous n'êtes pas performant. Si vous faites fonctionner votre intelligence, elle fonctionne. Si vous la faites pas fonctionner, elle ne fonctionne pas. Quand l'intelligence ne fonctionne pas, c'est l'obéissance qui prend la place. Quand parfois des gens me font l'amitié, et j'ouvre une parenthèse pour dire que plein de gens me disent je voudrais vous voir, j'ai des choses à vous dire, etc. Et hélas, je peux pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien, mais je peux pas. Je donne 2 heures de cours, j'ai une demi-heure de travail pour me remettre tout ça en tête. Il y a 30 heures de boulot derrière chaque heure de cours. Je fais ça 2 fois par jour. J'ai des signatures, je signe plus de 100 bouquins dans la journée. Je fais une petite heure de signature. Il faut que j'aille chez moi, que j'aille faire mes courses, que je mange, etc. Et l'idée de dire je viens, je parle, donc je vous présente mes excuses, mais je ne peux pas répondre à chacun et être dans la discussion avec chacun, ce que j'aimerais. Enfin, et en même temps, c'est moi qui fais les signatures, c'est pas quelqu'un qui le fait pour moi. Mais je ferme juste cette parenthèse pour dire que je vois parfois des gens qui me disent avec vous, j'ai l'impression d'être intelligent. Merci, avec vous, j'ai l'impression d'être intelligent. J'entends très souvent ça. Je suis triste qu'on me le dise, parce que quand on me dit j'ai l'impression, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Ça veut dire qu'on croit qu'on ne l'est pas. Et pourquoi me dit-on, avec Lou, j'ai l'impression d'être intelligent? Parce qu'on a fait de telle sorte que les gens puissent imaginer qu'ils ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas intelligents quand ils ne font pas fonctionner leur intelligence. Si on s'adresse à l'intelligence des gens, les gens sont intelligents. Si on s'adresse à la bêtise des gens sont bêtes. Et comme les télévisions, les médias qui font du fric, du business, de l'argent, etc., s'adressent à la bêtise des gens,
et parce que c'est beaucoup plus facile de s'adresser à la bêtise des gens, il y a une espèce d'anesthésie de l'intelligence. On a renoncé à être intelligent. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est une espèce de chose inatteignable, l'esprit critique, la réflexion, l'intelligence. C'est disponible pour chacun de cette assemblée. Pour chacun de cette assemblée, l'intelligence est disponible. Si on y a renoncé, on y a renoncé, mais c'est pas éternel. Il suffit juste de dire stop, je m'arrête. J'arrête d'obéir, j'arrête de suivre, j'arrête d'être soumis, j'arrête d'avoir un catéchisme, j'arrête le matin de prendre mon journal pour voir ce qu'il faut que je pense sur ce sujet-là, ou d'écouter ma radio. Radio Courtoisie ou France Inter, pour savoir si j'ai bien raison d'être un facho, ou si j'ai bien raison d'être un progressiste, ou si j'ai bien... Stop, on arrête tout ça et on se dit, mais et moi, qu'est-ce que je pense dans cette aventure? Au départ, c'est rouillé, c'est pas forcément, ça fonctionne pas forcément dans l'instant, mais ça vient vite. Il y a juste un moment donné où vous allez prendre une espèce de souplesse de l'intelligence parce que vous allez ressolliciter une espèce d'organe oublié, où vous allez réveiller un petit animal qui dormait tranquillos et simplement vous allez dire je vais penser le monde et je vais le penser par moi-même. Je vais croiser, on ne peut pas penser tout seul, mais en disant je vais voir, je vais chercher, j'ai la curiosité, j'ai l'esprit critique, j'accepte les choses, mais pas comme ça. J'ai besoin d'examiner. Et quand vous me dites elle est où la méthode, d'abord avoir confiance en soi. Juste dire ce que j'ai laissé en friche, je dois le cultiver. Ce que j'ai laissé sans souci, sans intelligence, sans attention, eh bien, il faut absolument que je m'en occupe. Et si vous vous en occupez, ça vient tout seul.